Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Enito. C'est le 10e épisode, cette fois-ci consacré au cloud computing et dans les locaux de Céleste qui nous accueille pour participer à cet événement. Donc d'abord, merci au groupe Céleste de nous accueillir. Alors, avant de commencer le live, eh bien, je vais demander à la régie si tous ceux qui sont à distance, eh bien, entendent bien nos micros. Eh ben, c'est parfait. Impeccable. Nickel. Eh ben, nickel. Donc, merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va commencer par un tour de table pour se présenter. Donc, tout d'abord, le cloud computing, c'est un vaste sujet. Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon un petit peu pour savoir de quoi on parle, bien entendu. Et donc, nos trois experts qui ont répondu à notre invitation. Donc, tout d'abord, eh bien, Julien de la Roque du groupe Céleste, directeur des opérations. Vous pouvez bien vous présenter? Oui, donc tu viens de le dire, Julien de la Roque, directeur des opérations cloud et data center depuis peu. Voilà, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et j'oscille entre opérateurs télécoms, providers, infrastructures de manière générale. Voilà. Très bien. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation. Nous accueillons également Philippe Payola, donc de chez Microsoft. Donc, Tu m'as cassé toute l'intro là. On se tutoie, on se voit, on se tutoie. Allez, ça va. Oui, Philippe Payola, Cloud Solution Architect Microsoft, spécialisé data et IA. D'accord. Et... Ouais, c'est ça. Et puis j'officie chez MS depuis 6-7 ans maintenant. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Et puis, eh bien, Julien Withouk. Et là, je vais te laisser du coup te présenter. Merci, peu de style. Pas de style, merci. Donc, Julien Withouk. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis freelance. Donc, je travaille plutôt autour des thématiques de l'architecture, logiciel, cloud, etc. J'ai aussi une casquette d'enseignant où j'enseigne à l'université de Lille, du dev Java et puis du Terraform aussi en école privée. J'ai une casquette aussi un petit peu associative, speaker. Je participe à l'organisation d'une conf autour de Lille qui s'appelle Cloud Nord. Je suis aussi associé dans une ESN. Et puis auteur d'un livre qui est juste là, sur Terraform, l'infrastructure as code avec Terraform. On en reparlera tout à l'heure. On en parlera. Si tu es. Vas-y. Eh bien, merci également, Julien, d'avoir l'invitation. Merci pour l'invitation. Cette Enitalks est organisée par le groupe Mani, de trois structures. Et tout d'abord, Enidition, qui est éditeur d'ouvrages et techniques, avec une dizaine d'ouvrages qui sortent tous les mois, donc avec une bibliothèque à la fois numérique et papier d'environ 1200 ouvrages, si je ne me trompe, qui place cette bibliothèque, eh bien la première bibliothèque en termes de quantité de thématiques au monde, francophone au monde. La deuxième structure, c'est Eniservice, qui propose des formations directement en inter et entreprise. Et puis on doit rentrer sur des nouveaux stacks techniques ou bien sur des évolutions technologiques. Et puis, tout particulièrement, bien, je vais te présenter aujourd'hui l'ENI École Informatique, une troisième structure qui est le forme des nouveaux collaborateurs, de futurs collaborateurs, sur des diplômes de Bac+2 à Bac+5, sur des thématiques système et réseau et filière développement et test logiciel. Merci encore d'avoir accueilli à Céleste. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du cloud computing, donc avec, comment dirais-je, plusieurs on va dire, parties sur lesquelles on va pouvoir débattre et puis présenter. L'Enito se veulent toujours, en tout cas, essayer d'être terre à terre. C'est comment on fait, de quoi on parle, et essayer d'aborder à la fois les définitions, mais les challenges. On va parler des bénéfices du cloud computing. On va parler également des challenges et des risques et des défis que relève cette technologie, qui n'est pas simple, qui n'est pas unique, qui est vaste. Donc, on va essayer de faire un maximum de tours d'horizon. Eh bien, on va tout d'abord commencer par la première chose. On est sur la 10e édition du Enitalks, et donc je vous annonce que pour cette 10e édition, nous allons aborder tout à la fin un tirage au sort pour faire gagner 2 ouvrages, puisque nous avons effectivement 2 auteurs d'Eni Édition. Un ouvrage tout d'abord de Julien Withouk sur Terraform, l'infrastructure as code, directement évidemment concerné par le cloud computing. Et puis Philippe Payola, qui est également auteur d'un livre sur Microsoft Azure. Tu te rappelles des titres ou pas? Microsoft
Et il y a un peu plus long que ça. C'est gérer votre système d'information. Ouais, ce qu'il dit pas, c'est qu'il l'a de value et qu'il y a l'assaisantissage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne qui achète ce livre, tout adaptise, à la lutte contre le cancer chez l'enfant. Donc, je pense que c'est cas et en même temps, on fait une bonne action. Belle démarche. C'est une très belle démarche. Merci de préciser, effectivement, Philippe. Donc, on vous posera 2 questions, chacun une question pour gagner bien à la fois en présentiel et à la fois en distanciel, bien chacun un ouvrage. Voilà. Eh bien, merci encore. On va commencer par tout d'abord la première grande partie du cloud computing. C'est essayer de savoir de quoi on parle quand on parle de cloud computing. Essayer d'avoir les grandes définitions. Donc, tout d'abord, pour des non-experts et un petit peu experts, on va dire c'est quoi quand on parle de cloud computing, de quoi on parle? Qui prend? Bah, je vais commencer. T'as dit un mot qui est juste, c'est très vaste, le cloud. Voilà, hein, c'est un gros nuage dans lequel il y a plusieurs technologies et services qui sont proposés. Donc, on parle souvent de IaaS, de PaaS, de SaaS, qui sont des servitudes complètement différentes. Les IaaS, ça va être proposer de l'infrastructure. En fait, les gens viennent consommer de l'infrastructure, que ça soit dans un cloud public ou cloud privé, qui sont des lieux de compte dans de fond. Et on va pouvoir consommer du PaaS, où là, on va consommer des briques de services à valeur ajoutée. Et puis, on va consommer autrement du logiciel qui est dans le cloud pour une fonction bien particulière. Et là, ça va s'appeler plutôt le SaaS. Et comme ta question était aussi sur les non-experts, en gros, le cloud computing, c'est un ensemble de services informatiques auxquels on accède souvent par Internet. Et donc, quand tu commandes sur Amazon, quand tu lis tes mails sur Gmail, quand tu regardes tes vidéos Netflix, quelque part, tu utilises le cloud computing. Voilà. Après, où est-ce qu'il est hébergé? C'est un autre débat, mais c'est aussi un point important. D'accord. Donc, quand on parle de IaaS, PaaS et SaaS, c'est quoi? C'est as a service, j'imagine? C'est ça. Ouais, c'est Et alors, la plutôt première, ça. c'est quoi, du coup? Le IaaS, donc c'est IaaS, Infrastructure as a Service. Donc c'est le niveau le plus bas, grosso modo, qu'on peut trouver dans le cloud computing. Ça consiste principalement à louer des ressources qui seront des machines virtuelles, des réseaux. Donc voilà, on est vraiment sur ce niveau très très bas de service. Donc ça nécessite de la part de l'entreprise qui va acheter ce service-là beaucoup de travail. Dans ce cadre-là, le cloud service provider, lui, ce qu'il fournit, c'est simplement l'hébergement des machines. Donc, il héberge un data center dans lequel on rack les machines, dans lequel on branche l'électricité, le réseau, le refroidissement, donc les fameux data centers. Pour la petite information, on est quand même, il y a 2 étages de data center en dessous de nous. Donc, les IaaS, il va instrument, non, je la Jossal. Enfin, Jossal. Ok, donc là, clairement, ça veut dire que l'infrastructure as a service, on s'affranchit, nous, de nos anciens serveurs, de nos anciennes baies de brassage, etc. Où là, du coup, on va louer un service d'infrastructure. C'est ça le principe, ouais. Et donc, le PaaS, on passe à un niveau supérieur? Ouais, c'est plateforme as a service. En fait, comme disait Julien, quand tu es dans du IaaS, tu dois mettre à jour ton OS, ton système d'exploitation, le gérer, le redémarrer, etc. Avec le plateforme as a service, tu es plus dans une logique où le service est fourni et donc tout le maintien qu'il y a derrière est dévolu au cloud provider. D'accord. Y compris le maintien en conditions opérationnelles. Donc, tu as beaucoup moins de manipulation en tant qu'admin quand tu utilises un service PaaS que quand tu utilises un service IaaS. Et encore, le IaaS, c'est compute de manière générale. Donc, c'est pas que de la VM. Ok. Non, je mettrai une petite nuance là-dedans parce que après sur le marché, il y en a qui font du IaaS avec un petit peu de service managé qui permettent justement de ne pas gérer l'OS, de ne pas gérer les mises à jour. Donc, il y a toujours une petite nuance. Il y a le modèle qui existe, IaaS avec une bonne séparation. Il y a des petites variantes qui existent sur le marché. Aujourd'hui, typiquement, nous, chez Céleste, on va proposer de l'infrastructure. On sait proposer de l'infrastructure brute à des clients qui ne veulent plus, comme on disait, gérer les problématiques de clim, d'énergie et de fourniture de matériel. Mais on va pouvoir aller jusqu'à gérer des OS pour nos clients, donc gérer le patching, gérer la sécurité. On peut s'arrêter là. Et puis, on peut aller aussi fournir du PaaS. Cette fois, on va venir faire toute la couche de service manager. On va gérer les runtime qui font tourner les applications. On va potentiellement aller jusqu'à certaines applications, typiquement sur du e-commerce pour certains de nos clients. Et par contre, nous, on fait pas vraiment de SaaS. On s'adresse plutôt à des
des partenaires qui, eux, développent des solutions SaaS et qui vont venir les héberger chez nous. D'accord. Donc, Voilà. finalement, c'est des niveaux de location de service Oh. via abonnement Oui, au fur et c'est à ça. mesure du IaaS, du PaaS et du software de service. Donc le SaaS, c'est une dernière. Mais le point important, c'est que tu délègues l'administration C'est ça. physique de tes machines à un tiers. D'accord. Donc, tu as moins de maîtrise. Voilà. Et dans le temps, avant qu'on appelle ça le cloud, ça s'appelait l'externalisation de SI. En fait, on donnait les machines à un tiers qui venait les exploiter pour le compte de la société, où on venait consommer de la même manière du service qu'on achetait. Mais on n'appelle pas ça exactement comme c'est aujourd'hui du IaaS, mais c'était du IaaS bien avant l'heure. D'accord. J'ai entendu parler de cloud privé, de cloud public, de cloud hybride. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi finalement ça? Allez, moi j'attaque Microsoft. Donc Microsoft propose un cloud qui s'appelle Azure, qui a été créé en 2010, on va dire. Et ce cloud Azure va te permettre d'héberger tes applicatifs, quels qu'ils soient, et dans les data centers de Microsoft, qui sont répartis à travers le monde. Donc il y a plus de 300 data centers dans différentes régions du globe. Et donc, encore une fois, dans ce modèle-là, tu as le IaaS, le PaaS, le SaaS, mais tout est dévolu en termes d'architecture, de matériel à Microsoft. C'est-à-dire que demain, s'il y a un problème chez nous, tu peux contacter le support, mais si c'est un problème matériel, tu n'as pas accès à nos locaux directement. Voilà, c'est ça le cloud C'est de public. la servitude. Ouais. Mais l'avantage aussi, c'est que une ressource, elle est partagée entre plusieurs clients. Mhm. Donc, ça va te permettre, si tu avais, je sais pas, un vCPU de 16 vCPU, si tu n'en utilises que 12, bah, tu en auras 12 à toi et 8 qui seront dévolus à un autre client. Et tu as une scalabilité qui est assez importante. D'accord. Et à contrario, le cloud privé? Le cloud privé, bah, ça va être de fournir on va dire la même infrastructure, mais qui va être hébergée chez un tiers. Donc, typiquement, nous, Céleste, par exemple. Il y en a d'autres. Et on va construire une infrastructure dédiée à un client. Et donc, ça va être vraiment un cloud qui va être on peut mettre les mêmes moyens techniques que pour proposer du cloud public, mais qui vont être dévolus à un client et pour son propre besoin. C'est surtout, pour le client, c'est surtout un avantage financier, c'est-à-dire que il achète une infrastructure finie, souvent, qui peut être scalable dans le temps en rajoutant des nœuds, mais ça lui est totalement dévolé, toute la puissance de calcul, la capacité de stockage, et donc ça lui permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui peuvent être réglementaires, par exemple. Notamment. Ah oui, bien sûr, sur la data. Sur la data, en fonction des pays aussi, ça change. Donc ça, c'est le cloud privé. Et après, ce qu'on appelle l'hybride. Alors, à un moment de temps, on appelait l'hybridation, ça peut être aussi ce qu'on appelle le multi-cloud, c'est-à-dire le fait d'hybrider entre un Azure, un AWS. Maintenant, on appelle ça plutôt le multi-cloud. Maintenant, ce qu'on appelle hybride sur le marché, ça va être justement d'utiliser plutôt du cloud privé avec du cloud public et de choisir quel workload on va pouvoir mettre à l'extérieur dans de la consommation de cloud public, par exemple, et qu'est-ce qu'on va pouvoir garder en interne, soit on-premise sur le site du client, soit dans un data center qui propose des services de cloud privé pour ses clients. D'accord. Alors, dans le cloud computing au sens large du terme, c'est qui les acteurs? À qui on s'adresse si demain on veut migrer à un moment donné notre infra dans le cloud? Alors, je pense qu'il y en a plein. Il y a effectivement tous les grands connus, Azure, GCP, AWS pour Oracle même, IBM si on veut aussi, qui vont proposer des services de cloud public. La notion de cloud public aussi, c'est que tout un chacun peut le consommer. On a à peu près aussi là-dedans. C'est-à-dire que c'est ouvert, il y a des interfaces de commande, il y a une marketplace, on vient consommer des produits. À l'inverse, un cloud privé, on va chercher des partenaires qui vont construire une solution pour vous. Mais on peut aussi consommer du cloud privé en consommant de l'infrastructure dans pour le coup, Azure. moi je nuance aussi quand même, c'est que Microsoft s'appuie sur beaucoup de partenaires. On n'a pas comme intention de mettre tout en place. On travaille beaucoup avec des partenaires pour migrer nos clients sur le cloud public. Donc c'est un point important aussi, qui fait aussi la différence entre Microsoft et d'autres cloud providers, type AWS ou GCP, AWS issu du retail, GCP issu du software, mais de la recherche. C'est vraiment l'appui sur les partenaires. Donc ça, c'est un point important. D'accord. Mais tout cloud provider en fait du marché s'appuie beaucoup sur un réseau de partenaires, que ce soit des web agencies, que ce soit des intégrateurs
qui n'ont pas aujourd'hui d'assets type data center pour y mettre des produits, qui vont venir la consommer quelque chose qui est beaucoup plus bas en termes de services, qu'on appelle de la housing, et qui vont venir, qui vont venir mettre des machines dans des data centers pour eux, pour vous proposer leurs services. Alors, comme idée reçue, on a tendance à croire que le cloud computing est réservé aux grands groupes ou aux grandes PME. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est aussi adaptable aux TPE? Dans quel cadre, pour le coup? Il y a plein de cas d'usage. Hein. Si on reprend les différentes notions, on a parlé de IaaS, de PaaS et de SaaS. Par exemple, les petites entreprises, les TPE, souvent, elles utilisent des services SaaS qui seront des suites de bureautique. On peut parler de la suite Office 365, de Google G Suite. Ça, en fait, c'est du SaaS. Donc, à partir du moment où on consomme ce genre de produits, on est déjà un peu utilisateur d'un service cloud sur le volet SaaS. Et après, les entreprises qui vendent un produit, qui montent un site web, etc., elles peuvent aussi s'appuyer sur du PaaS ou du IaaS pour aller héberger leur outil, leur logiciel, leur site web, etc. C'est beaucoup plus facile pour une très petite entreprise qui a vraiment peu d'employés, je sais pas, on peut. Il n'y a pas de ressources techniques. Voilà, de dire j'ouvre un compte chez un provider de cloud public. On a cité AWS, Azure, GCP, mais on peut aller chercher aussi les providers français, par exemple, OVH, Scaleway, Clever Cloud, 3DS Outscale. On pourrait faire une liste. Je pourrais passer la journée à faire une liste de providers français ou européens. Mais voilà, c'est facile pour ces petites structures d'aller ouvrir un compte chez un provider de cloud et puis de commencer à déployer son logiciel, déployer son site web, commencer à mettre ses données et puis essayer d'aller chercher peut-être des moteurs d'IA pour commencer à aller choper un peu de l'intelligence dans les données et puis croiser des données et créer son propre peut-être chatbot ou propre RAG qui permettra d'aller faire des recherches assistées par l'IA, des choses comme ça. Donc ça c'est aussi une belle opportunité pour les petites entreprises qui n'ont pas de ressources, de structure de DSI ou d'aller utiliser ces providers de cloud pour pouvoir déployer son logiciel et le vendre et vendre son service. Voilà. Alors c'est une excellente transition sur la partie suivante qui justement parle des enjeux et des bénéfices réels sur la migration du cloud. Pourquoi à un moment donné une entreprise va ou se pose la question de migrer? Parce que quels sont les bénéfices? C'est là où j'allais revenir par rapport à ce que dit Julien, qui a tendu une super perche, pardon. C'est que les entreprises de nos jours, elles ont un métier et elles doivent se concentrer dessus. Les Renault, son but, c'est de construire des voitures et de les vendre. C'est pas de gérer des data centers. Et en fait, le cloud, nous, on voit de plus en plus chez Microsoft des startups, donc des petites sociétés qui se montent, qui sont ce qu'on appelle des digital cloud natives. C'est-à-dire qu'avant, il y a 20 ans, on parlait de contrôleurs de domaine, on parlait de réseau, de switch, Maintenant, c'est fini. En fait, comme dit Julien, avec ta carte bleue, tu te connectes à une interface, tu rentres ta carte bleue et puis tu commences à créer tes services. Et toute ton infrastructure, elle est hébergée par un tiers. Et donc, l'intérêt du cloud pour une entreprise, c'est de se concentrer sur son cœur de métier et qui est pas d'héberger des serveurs. C'est ça l'intérêt du cloud. Donc, une concentration effectivement sur son réel métier et non pas de tirer des câbles. Ok. Et ce qui est passionnant, et je finirai juste là-dessus, ce qui est passionnant, c'est que il y a 20 ans, on parlait de machines virtuelles. Ensuite, on a commencé à parler il y a quelques années de Kubernetes, de Dockerisation, etc. Et maintenant, on est dans une optique de serverless. C'est-à-dire que tu donnes à un développeur une page blanche et tu lui dis « écris ton code », appuie sur un bouton et nous, on exécute ton code derrière. Et t'as pas à savoir s'il faut du réseau, du stockage, etc. Tout est géré. Et en fait, le développeur, lui, il se concentre sur son métier, développer du code. Et là, le cloud provider, lui, exécuter le code. Et ça permet vraiment d'avoir des entreprises qui ont un focus sur leur activité. D'accord. Alors, on parle de scalabilité, de flexibilité. Est-ce que l'intérêt du cloud réside dans justement cet apport en plus de cette scalabilité et comment ça se gère? Comment les providers gèrent cette scalabilité? Il y a différents moyens. Après, c'est vrai que sur tout ce qui va être cloud privé, comme je disais, on est souvent sur des moyens finis. On construit une plateforme et on va jusqu'à la limite de la plateforme et on rajoute des ressources techniques. Après, sur des offres qui vont être plus comme le PaaS
ce qu'on entend aussi sur le marché beaucoup, du cloud mutualisé, c'est-à-dire ressources qui sont mutualisées pour plusieurs clients avec de la sécurité et de la segmentation à l'intérieur. Là, bah, c'est assez simple. En fait, c'est le cloud provider qui fait son capacity planning, qui surveille ses infrastructures et qui va venir rajouter des ressources pour grossir sa plateforme et accueillir de plus en plus de clients sur celle-ci. Et effectivement, le but, c'est d'essayer de construire une offre de service qui prend ça en compte pour qu'il y ait un prix unique pour le client en fonction des ressources qu'il consomme. Ouais. Donc, la scalabilité, c'est déjà ça sur le cloud mutualisé. Et puis après, on va avoir l'autoscaling qui permet, par exemple, d'avoir un peu d'élasticité sur des sites de e-commerce, c'est-à-dire de démarrer des ressources à la demande en fonction de l'activité. Typiquement, voilà, on lance une pub télé, quasiment tout le monde voit qu'il y a un pic sur le site en termes de consommation de ressources. Parce que voilà, il y a des faits, ah tiens, je vais aller voir. Et puis bah après, il y a tous les événements marketing type Black Friday, par exemple, où là, on sait que toutes les plateformes vont exploser en termes Donc là, il y a des de pics ressources de consommées. charge que l'infra cloud va permettre de finalement adapter l'infrastructure, la taille de l'infrastructure pour le rediminuer après. Bah, Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs modes de fonctionnement, mais effectivement, on change un peu de paradigme. Si on prend une entreprise qui a un site de e-commerce, avant les soldes, ou bien pendant le Black Friday, ou bien avant une opération commerciale, ce que devait faire cette entreprise si elle gérait elle-même son infrastructure, c'est qu'elle devait raquer des machines supplémentaires pour pouvoir être capable d'encaisser la charge qui va arriver des utilisateurs. Si l'entreprise ne fait ça, elle est obligée de mettre en place une file d'attente ou un mécanisme comme ça pour dire, OK, la charge, on la temporise et on sait qu'on a un capacitif qui est capable de gérer, je sais pas, 5000 utilisateurs par heure. Donc, du coup, on bloque à ça. Et l'intérêt du cloud, c'est de pouvoir justement faire sauter cette barrière, de pouvoir utiliser des capacités virtuellement infinies, hein, puisque c'est plus le problème de l'éditeur de site web du client, c'est le problème du provider de cloud de fournir les machines, de fournir le stockage, etc. Et donc d'être capable de dire, j'ai un pic de charge en temps plus ou moins réel, je suis capable de le détecter parce que j'ai mis en place des métriques qui me permettent de voir le nombre de personnes connectées en temps réel à mon site web, et donc de petit à petit faire augmenter la capacité du site web en augmentant la taille des machines, en multipliant le nombre de machines. Et puis, quand la consommation redescend, quand le pic de charge est passé, eh ben, automatiquement revenir sur une charge un peu nominale. Donc, ce qu'on appelle l'élasticité en fait du cloud, c'est ce côté, ben voilà, je tire sur l'élastique, j'ai de plus en plus d'utilisateurs, et puis quand le nombre d'utilisateurs rediminue parce que l'événement est passé, eh ben, on revient sur quelque chose de normal. Et parfois, l'élastique il peut aussi redescendre à zéro. Quand il n'y a pas du tout d'activité, la nuit, par exemple, peut-être que personne ne se connecte sur le site web, eh ben, on peut éventuellement redescendre à zéro et donc ne pas consommer du tout de ressources. Et ne pas payer. Et ne pas payer. D'accord. C'est aussi ça les intérêts, c'est que plutôt que de payer une capacité qu'il faut gérer et faire grossir, eh ben, on peut avoir cette élasticité et donc optimiser un peu les coûts. Ouais. Par contre, on vend aussi du rêve, c'est-à-dire que il y a ça, et derrière, il y a des développements, des développements avec des bases de données, avec des accès concurrentiels. Parce que je veux dire, c'est qu'il y a le matériel qu'on fournit, et c'est très bien, mais il y a toute la phase d'architecture de la solution qui va permettre d'être scalé. Parce que tu peux avoir les meilleurs processeurs à disposition, la meilleure scalabilité, si ton application n'est pas capable de réagir à une panne ou à une augmentation du trafic ou une réduction, ça marchera pas. Donc il y a aussi ça. Il y a le rêve et puis il y a la réalité, quoi. Des fois aussi. Effectivement, on peut pas mettre n'importe quelle application et la rendre auto-scalable, c'est impossible. D'accord. Ok. Donc il y a quand même, en migrant vers le cloud et cette autoscalabilité, un réel bénéfice de coût sur l'infrastructure. De coût, de réactivité. C'est aussi ça un peu les intérêts. Investissement, ouais. Mais effectivement, comme tu disais, Julien, toutes les applications ne sont pas forcément compatibles. Et donc, dans les stratégies de migration, ça on en reparlera plutôt vers la fin, je pense. Dans les stratégies de migration, les questions qu'on doit se poser, c'est là mon application que je faisais tourner sur mon data center on-prem, est-ce que je ne fais que la déplacer et donc elle continue de fonctionner de la même manière et donc potentiellement elle peut ne pas être compatible avec ces mécanismes d'auto-scalabilité. Donc voilà. Ou bien est-ce que cette application finalement, je la réécris
je la replateforme, je la découpe, et donc j'isole quels sont les morceaux qui peuvent être dynamiques et avoir cette scalabilité, des morceaux qui ne peuvent pas, quel type de base de données je vais utiliser, est-ce que je vais changer de type de base de données pour pouvoir utiliser ces capacités chez le provider de cloud. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser en fait dans le cadre d'une migration. C'est essentiel. En parlant du cloud computing, en migrant sur du cloud computing, est-ce que ça nous ouvre à des innovations, à des services supplémentaires? Alors là, ouais. Et là, ce serait lesquels? L'IA. IA en C'est-à-dire, si tu veux accéder à des modèles, les consommer, utiliser les derniers modèles, si tu n'as pas une machine puissante avec une carte graphique qui va te coûter un bras, pour être très clair, tu ne pourras pas exécuter ton modèle en local. Donc, sauf un SLM et encore. Donc, déjà l'IA, et puis tous les apports proposés par les cloud providers. Il y en a énormément en termes de technologie, je parle. Donc, ouais, pour moi, un des bénéfices du cloud, c'est pas le seul, parce que la scalabilité, oui, le prix, pas forcément, parce qu'on peut en discuter, mais s'il n'y a pas une optimisation des coûts à la migration, et puis je rejoins un peu Julien, si on fait du lift and shift pour faire du lift and shift, s'il n'y a pas d'optimisation, c'est compliqué en termes de coûts. Par contre, tous les apports technologiques des grands providers ou des plus petits, oui, il faut les prendre. Et souvent, les entreprises font le virage du cloud aussi pour rester compétitives par rapport aux concurrents qui utilisent déjà l'IA générative, par exemple, ou d'autres technos. Alors après, sur l'IA, on voit bien que maintenant, il y a eu des annonces aussi d'NVIDIA qui fait qu'on va avoir des petits calculateurs comme ça et qui vont pouvoir être mis directement dans les entreprises. Donc voilà, l'IA, c'est effectivement la partie GPU qui aujourd'hui coûte cher, c'est un réel bénéfice parce que on vient consommer de la ressource chez quelqu'un qu'on a acheté beaucoup et qui est capable de la donner en fonction de ce qu'on a besoin de consommer. Et puis il y a d'autres fonctionnalités. Voilà, dans la grande famille des as a service, il y a des fonctions as a service, donc qui existent. Les serverless. Voilà, tout ce qui est serverless, où on va pouvoir exécuter du code au travers d'API. Typiquement, il y a un grand monde qui est souvent oublié dans le cloud, c'est tout le monde bancaire avec des anciens langages, type COBOL, où maintenant, voilà, avec du FAS, on va être capable de prendre des vieux codes qui ont été écrits il y a 20 ans, les faire tourner dans une fonction qui est entre guillemets webisée, et on va venir pouvoir la consommer comme ça à la demande, et facturer à la demande aussi de l'utilisation de cette fonction. Donc ça, c'est des facteurs de transformation qui sont intéressants pour la suite. Et puis la containerisation, voilà, c'est exactement ce que j'ai. Pour moi, ça a été une révolution. C'est la grosse révolution des dernières années, parce que ça permet entre guillemets d'arriver sur bon, ça existait déjà un petit peu, mais ça a permis d'arriver complètement sur une méthodologie DevOps de l'infrastructure as a code pour aller déployer des microservices. Donc là, on vient prendre l'application et on découpe en plein de petits morceaux fonctionnels et on vient les faire tourner sur des runtimes qui peuvent être différents, sur des ressources qui peuvent être allumées aussi et être auto-scalables en fonction de ce qu'on a besoin. Et là, on s'affranchit de la dépendance aussi du cloud provider. C'est ça. La grosse évolution, c'est que bon, il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le cloud, c'est l'avènement du cloud, c'est surtout l'avènement de la virtualisation quelque part. Et qu'aujourd'hui, cette virtualisation, on arrive à un bout. En fait, la virtualisation, c'était quoi? C'était on prenait un serveur physique et on le mettait sur un autre serveur physique, mais dans lequel on vient virtualiser et on vient en mettre plusieurs à l'intérieur. Bon, ça, on a fait que reprendre le modèle physique pour aller vers du virtuel. C'était déjà pas mal, mais maintenant, avec la conteneurisation, on vient segmenter, faire plein de petits bouts. On est capable aussi de se dire, bah, tel service, je vais le réécrire, je vais le faire évoluer, mais il n'a plus d'interdépendance physique au sein de la même application. Tout ça fonctionne avec des API et des appels web, et on va pouvoir faire évoluer une partie du code sans impacter le reste. Et donc, c'est beaucoup d'élasticité pour les éditeurs qui ont réussi à faire ces transformations et les DSI. Ça demande souvent beaucoup de temps, c'est pas simple, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que c'est l'avenir du cloud pour une partie, et ça permet surtout, Kubernetes notamment, d'avoir figé la façon de décrire son infrastructure et les composants qu'on veut utiliser. Et ça, c'est la grosse révolution, puisque si on vient prendre du Kubernetes
ça soit chez CLS, chez Azure, chez AWS ou autre, on va pouvoir déplacer les workloads assez facilement parce que c'est la même façon de décrire l'infrastructure. Ok. Et alors, je reviens juste pour finir un peu sur les opportunités qu'offre le cloud, en quoi il agit sur le time to market ou l'agilité, justement. Donc, on a un petit peu parlé, évidemment. Enfin, tu le disais tout à l'heure, c'est voilà, quelqu'un qui aujourd'hui, avant, était obligé de savoir où est-ce qu'il allait mettre un serveur en place, où est-ce qu'il allait raquer, chez qui il allait prendre la bande passante Internet, et ainsi de suite. Là, on lui offre un certain nombre de servitudes qu'il vient consommer, qui lui permet de s'affranchir complètement des basses besognes de l'infrastructure, et il va pouvoir consommer et innover sur des fonctionnalités qui existent peut-être déjà, qui vient transformer à son usage, où il vient développer juste des fonctionnalités, et il va pouvoir assez rapidement sortir un applicatif assez restreint dans un premier temps ou pas, avec assez peu de ressources déjà financières, parce qu'il va venir les consommer à l'usage, et puis assez peu de ressources de cash à sortir tout de suite, parce que c'est quasiment que ce qu'on appelle du full OPEX. C'est-à-dire, on vient sortir la carte bleue, puis on paye tous les mois un petit peu, quoi. Tu pars. Ouais. Je peux donner un exemple très très concret. J'avais bossé il y a pas très longtemps pour une boîte sur l'île. Ce qu'ils voulaient faire, c'est développer un moteur de recherche dans leur application. Et pour développer un moteur de recherche, il y a des produits qui existent sur le marché. Il y a un produit qui s'appelle Elasticsearch et il y a un fournisseur de cloud qui s'appelle Elastic Cloud qui fournit des instances d'Elasticsearch. Il suffit de mettre sa carte bleue et on a un cluster qui fonctionne. On a un cluster avec plusieurs machines, avec la synchronisation, tout bien configuré qui fonctionne déjà. Et donc, on peut venir mettre sa data et avoir un moteur de recherche qui fait le job. Pour une entreprise qui veut développer ça, ça prend quelques jours ou quelques semaines, plutôt que de prendre du temps à monter une infrastructure, installer le cluster, comprendre comment il fonctionne, débugger. Et puis, si on se rend compte que ça marche pas, c'est pas grave. On met fin au service, on éteint. Ça aura coûté quelques euros, quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros, et ça aura pas coûté 10 000 euros d'achat de machines, de cartes graphiques, etc. Donc, c'est cette capacité à innover, en fait, le fait de pouvoir souscrire un service sans engagement, paiement à l'usage. C'est aussi ça, hein, c'est ce qui permet de dire, voilà, je prends le service, je le teste, j'essaie d'innover avec, ça fonctionne, super. Donc là, du coup, on peut réfléchir à comment on peut généraliser cette chose-là et puis passer sur un paiement à l'année, histoire de faire baisser des coûts. Il y a aussi ce genre de choses, les optimisations. Oui, tu payes un an de réservation d'un service, tu peux avoir un rabais, hein, ça se négocie, c'est parfois introduit dans les modèles financiers. Et puis à côté de ça, voilà, on a cette capacité de dire ça n'a pas marché, et on éteint, ça a coûté un peu, et on peut switcher sur autre chose et tester une autre du matériel, service, etc. Et puis concernant le time to market, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les providers proposent des marketplaces. Et en fait, donc une place de marché où dès que ton service il est disponible, tu vas pouvoir le vendre aux autres clients du cloud provider. Donc tu recherches les Elasticsearch par exemple, tu vas taper Elasticsearch dans ton moteur de recherche de place de marché, tu vas chez AWS, chez Azure, chez GCP et tu vas pouvoir l'installer aussi. Donc une forte réactivité. Pour des entreprises qui ont justement une forte contrainte réglementaire, notamment sur la data, comment le cloud computing y répond à cela? Alors, ça dépend jusqu'où va la réglementation, parce que si on s'attaque à des réglementations qui sont plutôt du secret défense, là, il y a pas vraiment de cloud provider qui est capable de répondre à tout. Et encore aujourd'hui, typiquement, héberger du très secret, c'est impossible sur un cloud provider. Voilà, c'est interdit. Si on parle de sécurité d'un système d'information, d'un établissement un peu sensible, on va peut-être par exemple un ministère, on va être obligé d'aller sur un cloud provider qui est labellisé Stepning Cloud, par exemple, ou au moins ISO 27000. Donc c'est des niveaux de certification et de respect d'un certain nombre de principes, soit techniques, soit organisationnels. Donc on peut pas tout mettre n'importe où, ça c'est sûr. Et surtout quand on dérive vers le militaire. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'il y a effectivement des réglementations avec les différents niveaux de certification que pourraient avoir des cloud providers par rapport aux hébergements de données de santé, au Secnum Cloud, etc.
Donc ça, c'est des certifications qui couvrent uniquement ce qu'est capable de faire le cloud provider. Donc si on revient sur les modèles dont on parlait tout à l'heure, IaaS, IaaS, pas que. SaaS, oui, pas que, mais le cloud, en fait, c'est une responsabilité partagée du point de vue de la sécurité, de la gestion des données, etc. Le fournisseur de cloud, il gère l'accès à ses data centers, il s'assure qu'il y a de la biométrie, il s'assure du chiffrement des données sur les disques avec des clés qui sont différentes pour chaque client, ce genre de choses. Et il y a aussi des responsabilités côté consommateur de services cloud. C'est pas parce que je prends un provider qui est certifié ISO quelque chose que mon application elle va être sécurisée et qu'elle va bien respecter le RGPD. Et tout ça, ça rend un peu les choses beaucoup plus compliquées au niveau de la gestion des données, de la sécurité, pour maintenir des certifications. Ouais. En fait, Il y a un vrai sujet sur la délégation finalement, de la sécurité et de la réglementation. mais en fait, c'est forcément une co-construction et de toute manière, par exemple, bon, voilà, Céleste, nous, on est certifié HDS ISO 27001, donc on est capable d'héberger des données de santé. Mais typiquement, si on voit un client qui ne respecte pas certaines choses de la certification, entre guillemets, parce qu'ils ont eux aussi des niveaux de responsabilité à adosser, typiquement, parce que nous, on peut héberger de la donnée dite de santé, mais on peut ne pas la manipuler. Et donc, c'est au tiers éditeur de la manipuler ou à la personne qui rend le service de la manipuler. Et lui-même doit être certifié sur au moins ce niveau de manipulation. Et si jamais il ne le respecte pas, nous, on a un devoir de conseil, et d'ailleurs, on doit lui écrire, qui doit faire attention à bien passer le bon niveau de certification aussi de son côté, parce que nous, on est responsable que du niveau qu'on couvre. Voilà. Donc, et c'est une co-construction avec un éditeur de solutions logicielles, par exemple, où c'est à lui de faire sa part des choses sur une certification. D'accord. Et le Sepnim Cloud, qui est aujourd'hui l'extrême, là, on vient plutôt s'assurer que le cloud provider segmente bien son infrastructure pour isoler les services, pour isoler le service du client et respecter un certain nombre de prérequis qui sont dirigés par l'ANSI, enfin qui sont édités par l'ANSI et qui deviennent obligatoires de plus en plus dans certains marchés publics, par exemple. D'accord. Pour une entreprise qui se pose la question de migrer vers le cloud, tout ou partie de son activité, je posais volontairement une question large. C'est quoi les risques majeurs dans l'adoption du cloud computing pour son activité? Bah, il peut y avoir le risque réglementaire, il peut y avoir le risque financier aussi, ça peut exister. Parce que aujourd'hui, comme on disait, quelqu'un qui fait du lift and shift et qui va se dire, tiens, bah, en fait, je vais éteindre toutes mes ressources que j'avais chez moi, je les jette chez un cloud provider et c'est lui qui va faire tourner. S'il n'a pas un petit peu avant audité sa consommation, ses ressources, s'il fait du 1 pour 1, entre guillemets, s'il avait une ressource qui consommait tant de RAM, tant de disques, tant de CPU qui la déplace, alors que la machine est tourne à vide à 10%, enfin à 90%, forcément, il va avoir une surconsommation et il va peut-être avoir une mauvaise surprise de facturation. Donc, il peut y avoir un risque financier si c'est mal fait. Donc, c'est là où beaucoup de partenaires, comme tu disais, les réseaux de partenaires sont importants. Ils peuvent arriver. En fait, la stratégie FinOps, en fait, il faut que dès le design, dès la réflexion de migration, il y ait une stratégie d'optimisation des coûts. C'est comme quand tu vas au resto. Quand tu vas au resto, tu regardes ce que tu veux manger, mais tu regardes aussi le prix. Et ben là, c'est un peu pareil. On est vraiment dans cette logique. Mais un point important, c'est qu'avec le cloud, tu payes ce que tu consommes. Et donc, moins tu consommes, c'est un peu ce que disait Julien tout à l'heure. Moins tu consommes, moins tu vas payer. Quand on fait du scale to zero, on arrive à une logique où on paye plus rien si le service n'est pas utilisé. C'est quand même hyper intéressant. Alors que chez toi, dans ton propre data center, tes machines, elles sont tout le temps allumées. Donc, elles te coûtent l'électricité, l'amortissement des locaux, etc., etc. Là, tu es dans une logique où si tu n'utilises pas, tu n'es pas facturé. Si tes clients l'utilisent, alors tu es facturé. Et c'est le facteur de mutualisation des ressources, ouais. Oui. Et si on ne calibre pas, ou alors on ne s'occupe pas véritablement de tuner un petit peu son cloud, ça reste c'est très cher. Bien, mais comme il disait aussi, Si c'est mal fait, tu t'engages, il y a aussi un engagement. Et tu parlais de réservation et c'est très juste. Tu as des logiques chez tous les cloud providers de réservation.
En gros, tu vas te réserver des ressources pendant 1 à 3 ans. C'est pas jamais 2 ans, c'est toujours 1 ou 3 ans. Et dans cette logique-là, bah, tu vas avoir des réductions de coûts qui peuvent aller jusqu'à 80%. Donc, une VM qui te coûtait 100 euros, à la fin, elle va te coûter 20 euros. La même VM. Mais par contre, tu t'engages sur 3 ans. C'est des leviers que l'entreprise peut aller chercher sur les volets. En fait, malheureusement, il n'y a pas une vérité aujourd'hui sur le marché. Ça dépend de plein de choses du modèle économique de la société. Typiquement, il y a aussi des gens qui tirent leur infrastructure pendant 7 ans. Ils font un achat one shot sur un cloud privé et pendant 7 ans, ils font tourner le service. Donc, il n'y a pas d'histoire d'engagement ou d'OPEX. Voilà. L'infrastructure, par contre, elle est finie. On est bien d'accord. Elle est finie en termes de ressources. Par contre, ils vont venir faire du service pendant 7 ans dessus. Donc, il y a pas une vérité. En fait, il y en a plusieurs. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on fait pas un peu de FinOps avant, on peut avoir des gros problèmes. Et effectivement, d'aller jusqu'au zéro consommation, c'est pas toutes les applications qui peuvent faire ça. Donc, il y a pas une vérité, en fait. Il y en a plusieurs, en fonction du modèle, du business qu'on adresse aussi. C'est vrai qu'en e-commerce, là, le business, il peut être énorme et il faut arriver à maîtriser les ressources qu'on vient consommer pour répondre à des pics. Mais on n'a pas le même besoin pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est juste un volet financier. Hein. Et ça, c'est que le volet financier. Parce que les risques, on peut en citer d'autres. Hein. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs des entreprises, c'est aussi la partie cyber, la sécurité. Hein. C'était ma prochaine question. Donc, tu n'as même pas besoin de la poser. Ouais, non. Je t'en prie. Et donc, le côté sécurité. Alors, ce que permettent les providers de cloud, c'est souvent une gestion fine de la sécurité et une capacité d'audit. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque où on avait des machines on-prem, on se connectait en SSH dessus et on savait pas trop qui touchait à la prod, qui avait fait péter un truc, etc. Ou bien dans d'autres cas sur c'est la femme de ménage qui avait branché l'aspirateur dans la salle de bain. ça ouais, la fameuse prise débranchée, voilà. Et donc on n'avait pas forcément de capacité de contrôle d'accès, d'audit, etc. Ce que fournissent la plupart des fournisseurs de services cloud, c'est des comptes nominatifs. Par exemple, chez AWS, il y a la partie Identity Access Management. On se connecte avec un compte nominatif et on a des règles d'accès aux différents services qui sont le plus limitées possible. On parle souvent du principe de least privilege. J'ai les droits les plus faibles possibles pour faire mon travail, donc je peux juste accéder aux ressources dont j'ai besoin. Donc, je cite AWS, mais ça existe aussi chez Azure avec Entra. Il y a même des services qui ne sont que ça. Voilà. Donc, cette gestion de contrôle d'accès et d'audit derrière qui a fait quoi sur quelles ressources, c'est aussi une des capacités qui est fournie par les services cloud et qui permet d'adresser le risque cyber. Mon environnement a été détruit, qui l'a fait? On peut trouver l'info. Ok. Donc ça, c'est un volet intéressant. Alors, je suis pas expert sécurité, hein, mais voilà, ça c'est, je pense, aussi un des marqueurs principaux du cloud aujourd'hui, c'est cette capacité de contrôle d'accès et d'audit. Donc en matière de cybersécurité, ça nous donne des ressources supplémentaires tout de même. C'est une arme supplémentaire. Une arme supplémentaire. Ouais. C'est une arme supplémentaire et puis c'est encore une fois une servitude qu'on peut consommer grâce à des plateformes qui sont mutualisées au sein d'un cloud provider et sur lequel on va pouvoir consommer typiquement du SIEM qui va venir agréger des logs et qui va prendre des événements et qui va être capable d'analyser ça et de ressortir une alerte en disant attention, ça fait par exemple 3 fois que la même personne essaie de se connecter et qu'elle n'a pas réussi à mettre son mot de passe. Et puis bizarrement, on voit qu'elle arrive de 5 minutes plus tard, mais d'une autre source, peut-être même d'un autre pays, et qu'elle réessaye encore. Bon voilà, là c'est un événement qui trappe et on va lever une alerte en disant attention, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer peut-être avec tel utilisateur, donc peut-être que cet utilisateur est compromis. Donc voilà, ça peut remonter et là on a une règle de gestion qui appelle la DSI, qui va venir la prévenir. Et ça, c'est des services qui coûtent très cher à monter en interne pour une société. Alors là, on parle quasiment plus de la TPE, même si maintenant, voilà, on commence à avoir des offres de services qui sortent sur le marché qui permettent de répondre à ça. Mais ça, alors il y a le côté cyber qui est important et qui est de plus en plus important parce que malheureusement pour nous, l'actualité nous montre que des ransomware attaquent des hôpitaux, des communes et des sociétés privées. Et ils peuvent avoir un impact qui peut aller jusqu'à la fermeture d'une société, puisque
Puisqu'aujourd'hui, si vous prenez une centrale d'achat de n'importe quel retailer, avoir une compromission du système d'information, c'est des camions qui attendent devant la porte et qui sont pas livrés. Et donc des magasins qui se vident. Donc ça a un impact sur la vie de tous les jours. Et je vous parle pas des hôpitaux. Ah, c'est clair, c'est clair. Et il y a un point quand même, c'est que quel que soit le cloud provider, tu peux fournir des comptes nominatifs et tu peux pas empêcher que plusieurs personnes utilisent un compte nominatif. D'où le MFA, Multi-Factor Authentication, le fait de rajouter non pas ce que je sais, c'est-à-dire mon mot de passe, mais aussi ce que je possède, mon téléphone, ou alors un moyen biométrique, une clé pour s'authentifier. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'arrivé un moment, il y a la technologie en elle-même produit et fournie par les cloud providers, mais il y a aussi l'humain qu'il y a derrière. Donc, un compte, il pourra être toujours partagé, qui que tu sois. Tu auras peut-être 2 IP différentes, tu auras peut-être un SIEM type Opera, mais s'il y a personne pour aller voir l'alerte derrière ton SIEM, ça sert à rien. Par contre, le fait d'encourager le multifacteur, ça, moi, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut que ça devienne un réflexe. En fait, pour aujourd'hui, c'est d'encourager, bah, ça permet de s'associer à une sécurité avec le cloud provider. C'est ce que disait Julien en disant la responsabilité, elle est partagée. C'est un point important. Sur la partie, on va dire continuité d'activité, donc vous avez cité la cyberattaque où effectivement là il y a une vraie réponse des providers cloud. Sur la partie, on va dire, moi je suis éditeur de logiciels, j'ai mon infra on-prem, j'ai mon data center qui brûle, terminé, fin de chantier, mon activité s'arrête, compliqué. Demain je migre dans le cloud, vous avez vous un data center qui brûle, qu'est-ce qui se passe? Il brûle comme les autres déjà. Il n'y a pas de miracle. Après voilà, c'est les entreprises qui doivent savoir quel niveau de disponibilité elles ont besoin et quelle criticité elles ont sur leur système d'information. Et là, il y a ce qu'on appelle, il y a 2 acronymes qui reviennent souvent dans la discussion, c'est PCA et PRA. Donc plan de continuité d'activité et plan de reprise d'activité. PCA, on considère que on veut tendre vers le 0 coupure. Donc à ce moment-là, on va distribuer les ressources sur plusieurs data centers. Quand c'est possible au niveau applicatif, parce qu'il y a des problématiques des fois au niveau applicatif, comme on disait, concurrence d'écriture et ainsi de suite. Et on va venir autrement la répliquer, mais à vraiment haute fréquence pour réduire l'impact en cas de coupure d'un data center. Donc on est toujours dans le PCA. Et puis après, il y a le PRA, où là, cette fois, on va faire de la sauvegarde en permanence et on va pouvoir réactiver les ressources quand on a une perte d'un data center. Et là, ça peut se compter en heures, en jours, le temps de redémarrer. Mais au moins, nos données sont sauvegardées et nos machines peuvent remonter d'un autre côté. Et on a aussi, voilà, le fait d'aller, donc si je dis ça entre 2 data centers, mais ça peut être un data center chez un cloud provider d'un côté et le reste dans le cloud public. Typiquement, tout ce qui est PRA Azure, ça se fait très bien. Alors moi, ce que je dirais plutôt, c'est bon, déjà, il y a une redondance chez beaucoup de cloud providers. On a toujours des régions paires, on appelle ça, Paris, Marseille. Et moi, ce que je conseille pour le coup à mes clients, c'est de pas mettre toutes les billes dans leur même panier et de rentrer dans une logique d'avoir une infrastructure qui est duplicable n'importe où. Et on parle plus d'Azure ou d'AWS, mais on parle d'un cloud privé, cloud public. Et là, dans ces cas-là, on est dans du Terraform. Moi, je trouve que le Terraform, c'est quand même un produit qui me scotche. Parce que ça permet, attends, je finis juste, ça permet de déployer une infra aussi bien, la même infra on-premise que dans le cloud public, mais en un claquement de doigts. Et c'est vraiment très puissant. Alors, Terraform, ça déploie de l'infrastructure, je suis d'accord. Par contre, ça ne gère pas la donnée. Il faut être d'accord. Typiquement, une application qui est écrite, une infrastructure qui est déployée avec Terraform, on vient déployer des composants. Par contre, la donnée, elle est quelque part. Et cette donnée-là, même si on redéploie une infrastructure quelque part, si la donnée, on l'a perdue à un point A, on peut pas la ramener à un point B. Donc c'est là où pour moi ça va plus loin que ça. C'est du coup c'est la sauvegarde des données aussi. C'est de faire en sorte que ces sauvegardes soient externalisées. Sa sauvegarde soit externalisée. Et là on peut prendre n'importe quel service, il y en a plein. Et derrière c'est de savoir comment on peut remonter aussi cette donnée. Et donc là on rentre dans un processus où justement on doit regarder comment on fait son plan de reprise d'activité. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui l'émergence sur le marché c'est Cube qui permet beaucoup de passer d'un cube à un autre cube, on s'en fiche, on est à peu près agnostique, et qui va venir permettre à des sociétés de redémarrer de l'activité à droite ou à gauche, ou de permettre d'avoir de l'activité à droite et à gauche. Donc si je comprends bien, le cloud computing nous apporte des solutions, des vraies solutions, aussi bien sur l'infrastructure as code
et notamment Terraform, que sur de la réplication de données, que sur de la réplication effectivement, enfin de la capacité supplémentaire d'avoir une redondance sur les différents infra et data que nous apporte le cloud. Ouais, et pas avoir toutes les billes dans le même panier. C'est un peu ce que vous disiez. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est systématiquement le cas. Hein. J'embraye là-dessus parce qu'on parlait de PRA, mais tu disais, Julien, d'avoir de l'infrastructure à gauche et à droite. Enfin, voilà, vraiment des deux côtés. Je connais très peu d'entreprises qui n'utilisent qu'un seul cloud. La statistique, maintenant, je crois que c'est autour de 15 à 20% seulement du marché. Souvent, les entreprises ont un cloud principal. Ils ont signé un contrat avec GCP, ils ont signé un contrat avec Azure, ils ont signé un contrat avec AWS ou Scaleway, voilà. Donc c'est leur cloud principal. Ils déploient par défaut là-dessus. Mais à côté de ça, il y a toujours plein d'autres petits trucs. Ils consomment du SaaS déjà. Ils consomment du SaaS, vraiment. Ils consomment peut-être un système de base de données qui est plus performant parce qu'il y a un produit un peu différenciant chez un autre provider. Ils consomment, tout à l'heure je parlais d'Elasticsearch par exemple. Ben voilà, une entreprise, elle a du GCP, elle a du Elastic Cloud, elle a peut-être du MongoDB Atlas. Voilà. Donc on va piocher un petit peu partout ce qui intéresse l'entreprise pour développer son activité. Et donc pour pouvoir faire ça, et ben en fait effectivement Terraform c'est un outil que je connais un petit peu pour avoir écrit un bouquin dessus. Terraform, ça permet de dire qu'on a un seul outil qui permet d'adresser tous ces clouds et donc de pouvoir créer de l'infrastructure à gauche et à droite et la maintenir avec le même langage, avec un langage unique, un outillage unique. Alors c'est un outil unique parce que le langage est encore différent en fonction du provider. Le langage elle-même en dessous en fait, les points de détail sont bien différents, c'est-à-dire que le code qui va permettre de créer une machine chez AWS sera différent du code qui permet de créer une machine sur Azure. Par contre, c'est le même langage, c'est le même outil. Donc ça unifie un peu les pratiques. Alors, après, pas le langage. Le langage, si, le langage HCL. Oui, mais pas le provider, du coup. On a toujours des spécificités au provider. Il y a des spécificités Azure, sur AWS, tu peux pas. Mais le langage de programmation, ça reste le même. Tu codes du Terraform, et tu fais Terraform Plan, Terraform Apply. Lis son livre, ouais, mais il est pas mal. Je fais du test, des choses. Un anti-bot depuis 10 ans, donc je sais, t'inquiète. Et donc ça, voilà, ça c'est aussi intéressant pour les entreprises. C'est parmi les approches DevOps. L'infrastructure, on la crée avec un seul outil et on peut aller chercher un peu le meilleur des clouds ou bien avoir un PRA en travaillant sur deux clouds séparés. Et puis avec la stack Cube que tu citais aussi tout à l'heure, pour déployer les applications, les containeriser, les déposer sur un cube, à condition effectivement que l'application soit bien agnostique de son environnement. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'adhérence avec les services qui pourraient être spécifiques chez le provider. Donc voilà, ça fait aussi partie des sujets autour des architectures logicielles et cloud. Mais voilà, ça permet aussi de dire qu'on peut déployer l'application sur plusieurs clouds et donc tirer parti des meilleurs prix, des meilleurs services un peu partout. Quand je veux migrer vers le cloud, comment je fais pour décider si je fais du lift and shift, donc je prends mon truc, je le mets dans le cloud et puis point, ou bien si je redéploie, je redéveloppe ma solution applicative. Comment je fais pour... Il y a plein de réponses à ça. En fait, il n'y a pas une réponse dans le sens où, d'abord, est-ce que tes développeurs, c'est leur priorité de reporter une mise à jour de l'application, de faire du re-architecturing, du replatforming. Il y a les 5 R, on va pas tous les faire, mais donc déjà, il y a le temps que tu alloues en interne à cette migration. Les compétences. Il y a les compétences aussi qui viennent, parce que quand tu migres vers un cloud provider, il faut que tu aies des compétences. Donc, tu peux t'appuyer sur un partenaire, mais au bout d'un moment, tu vas avoir quand même envie de maîtriser un minimum ce que tu as mis chez un tiers. Donc, il y a pas de réponse. Il y a la dette technique aussi de certains logiciels, typiquement qui utilisent des langages qui sont pas faits, qui sont réellement pas faits pour tourner sur du cloud chez un cloud provider avec de la microsegmentation et des applications distribuées. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc pour être terre à terre, comment je fais moi si je suis une entreprise qui veut migrer vers le cloud? Je m'adresse à qui? À Microsoft. Okay. Je te donne même, on en parle après. Et du coup, tu achèteras une solution Microsoft. Oui. C'est Ouais. Mais après, il y a plein de partenaires. Au final, après une analyse, disent, en fait, je vais consommer un logiciel qui existe déjà.
Tu vois, parce que on n'en parle pas, mais des fois, on se rend compte que le lift and shift, ça vaut pas le coup. Replatforming, c'est compliqué. Le rehosting, blablabla. Et au bout d'un moment, on se dit, bah, ok, bah, en fait, on va utiliser une solution de marché qui est déjà en place, qui marche. Par exemple, pour la paie, pour, je sais pas, la gestion des notes de frais, etc. Des fois, on va faire appel à un tiers. C'est ça la conclusion aussi. C'est qu'il y a pas, c'est pas tout dans le cloud. C'est des fois, c'est, en fait, on va utiliser ce qui existe et qui marche mieux. Aujourd'hui, il y a indirectement, il y a un facteur aussi qui fait beaucoup bouger de mentalité. C'est ce que moi j'appelle le VMware Gate, puisque VMware, ouais, voilà, puisque VMware, qui a été racheté par Broadcom, a décidé de changer son modèle de licensing, et du coup, ça apporte une augmentation. Et pour le coup, il y a beaucoup de DSI qui ont une très grosse facture VMware, qui avaient déjà une très grosse facture VMware, qui se retrouvent à avoir une plus grosse facture VMware aujourd'hui, et qui, de ce fait, aujourd'hui, se disent, est-ce qu'il n'est pas temps de réécrire certains de nos logiciels métiers pour pouvoir s'affranchir de VMware ou d'une façon de faire, on va dire, et donc de tendre vers de la consommation plutôt Kubernetes et de consommer du service différemment. Ça, c'est à date aujourd'hui, c'est une très grosse réflexion de pas mal de grosses DSI et de grands groupes. Donc voilà, ça change un peu la donne à date sur le marché. Et quand on migre vers le cloud, est-ce qu'il y a des impacts organisationnels, notamment de la DSI? Comment on fait? Est-ce qu'on doit reformer des équipes? Est-ce qu'on doit Il y a une vraie changement. Hein. Ouais. La formation, c'est essentiel, puisque les gens ne vont plus travailler de la même manière. On va devoir passer par une console cloud, là où avant, peut-être qu'on utilisait un VMware si on travaillait sur de la VM. Il faut apprendre les nouveaux outils, les API, les différents services. Il faut s'y retrouver dans le catalogue des services. Il y a combien de services chez AWS? 200, 250. Ça augmente de manière constante. Tous les ans, il y a des nouveaux services qui débarquent. La façon de consommer le service aussi, ouais, voilà. de venir déployer son service. Donc le volet formation, il est essentiel en fait au démarrage d'une migration. Il faut apprendre à utiliser le service cloud. Il faut comprendre les architectures qui sont associées au service cloud pour pouvoir être capable de décider est-ce qu'une application je la lift and shift ou est-ce que je la réécris, et du coup comment je la réécris, comment je la décompose, quel service je vais pouvoir utiliser chez le provider cloud pour pouvoir aller héberger les différents bouts de mon application. Et donc tout ça, forcément, ça passe par une grosse phase de formation, d'appropriation du service par les équipes et sur tous les volets. Et du cycle de développement, des fois. Cycle de développement, oui, sur tous les volets, que ce soit le développeur qui va devoir utiliser des nouveaux outils au quotidien et réécrire des pipelines d'intégration continue, des choses comme ça, apprendre à écrire une fonction parce qu'on va faire du serverless, que ce soit le gestionnaire de projet, le project manager, le product owner, qui va pouvoir réfléchir un petit peu à quel service il va pouvoir utiliser dans sa roadmap pour pouvoir développer son produit, que ce soit pour le DAF de l'entreprise qui doit comprendre une facture cloud et être capable peut-être de reventiler l'utilisation de certains services à des BU, des business units ou à des équipes en fonction de tags qu'il aura demandé à ses équipes de positionner sur les ressources pour pouvoir identifier labellisation des ressources dans le migration, pour pouvoir refacturer potentiellement derrière en interne aux équipes. Et donc là, on court un peu, voilà, j'ai cité 3 grandes catégories de métiers, mais on pourrait en rajouter encore. Mais là, on sent qu'il y a un petit peu toute la DSI qui est mobilisée en fait. C'est pas juste les développeurs ou c'est pas juste les gens de l'infra ou les ops. C'est vraiment toute la DSI qui doit s'approprier. Ça change la majeure des infrastructures, ça. Et donc ça dépend comment c'est terminé aussi. Ça dépend qui a pris la décision de migrer dans le cloud. Parce que ça dépend d'où ça vient et comment c'est accueilli. Si c'est la DSI qui explique au travers d'une conduite du changement, ça aura plus d'impact que si du jour au lendemain on apprend tiens, il faut migrer vers Azure, démerdez-vous. Voilà. Il y a toujours un enjeu derrière. Une entreprise le DSI d'une entreprise se lève pas un matin en disant hop, je vais aller chez GCP. Enfin, ça n'arrive jamais. Il y a toujours un enjeu derrière pour les entreprises. C'est aussi ce qui va souvent driver la stratégie de migration. Du coup, j'y reviens, mais j'ai bossé pour une entreprise il n'y a pas si longtemps que ça qui avait qui était contrainte par le temps
sur la fermeture d'un data center dans ses locaux. Et donc, un des choix qui semblait pertinent, c'était de migrer les applications hébergées dans ce data center vers un cloud, en l'occurrence un cloud public. Et donc, là, il y a une échéance. Et à cette date-là, le data center, il va être fermé, on va débrancher la prise. Il faut que toutes les applications soient migrées. Donc, quand on a une échéance courte, le plus simple, c'est de faire du lift and shift. Du copier-coller. Du copier-coller. Après, on le savait longtemps à l'avance, donc on a pris le temps de commencer à réécrire les applications pour les packager dans des images OCI, Docker, pour commencer en interne à acculturer les équipes à héberger leurs applications dans Cube. Et le jour où il a fallu migrer sur le provider de cloud, c'était plus facile. Les applications étaient déjà à peu près prêtes, et donc on déplace des containers, entre guillemets. Et donc une partie de la formation, en tout cas pour les équipes de développement, était déjà couverte. Et le gros challenge, ça a été d'accompagner les ops qui étaient habitués à créer de la machine virtuelle, de manager les réseaux, voilà. C'est s'approprier comment on crée des règles de firewall sur le cloud. Donc aller chercher toutes ces compétences-là, former ces gens-là à Terraform pour qu'ils puissent aussi automatiser ces gestes qui étaient exécutés manuellement avant. Voilà, c'est aussi ça. Donc là, j'ai mélangé plein de choses, mais là, l'enjeu, c'était un enjeu de temps. Et donc, tu vois, de ça, on décline une stratégie, en fait. Réussi ou pas? Réussi, ouais. Réussi, super. Déjà, En fait, on ça va très vite, hein, parce qu'on a pris cette de temps. ça, on voit que de plus en plus, en fait, c'est avant les développeurs étaient de leur côté, les gens de l'infrastructure de l'autre, et puis des fois il y avait des guéguerres de chapelle. Maintenant, on voit que le dev en fait développe énormément sur l'infrastructure et justement permet une adoption rapide de certains nouveaux principes. Et ça, je pense que ça va perdurer en fait la frontière. Les gens qui vont faire de l'infrastructure vont faire vraiment les couches basses pour monter des services avec de la valeur ajoutée pour les développeurs, c'est-à-dire de consommer vraiment des servitudes et venir créer leur service dessus, leur applicatif en consommant des briques. Et ça, je pense qu'on fera plus jamais machine arrière. Alors, on pourrait effectivement en parler des heures. Julien, je suis désolé parce qu'on est vraiment pressé par le reste. Un truc qu'on n'a pas parlé, Vas-y, Julien. c'est la souveraineté. Ouais, les données. Ouais. Aujourd'hui, c'est un gros problème parce que de plus en plus des offices publics ont le devoir d'être hébergés sur des data centers français avec des solutions si possible françaises. On sait très bien aujourd'hui que sur le marché, dans les infrastructures, il n'y a pas 15 000 choix si on veut faire du pur européen déjà, sans parler de français. Scaleway, 3DS Outscale, Clever Cloud. Oui, on va vérifier, on va vérifier les solutions techniques. On a les ce débat. Ouais. Effectivement, pour essayer de conclure un petit peu sur le sujet du cloud computing qui est vaste, hein, vous le voyez, parce qu'on pourra encore en parler des heures. Moi, ça me passionne, parce qu'il y a du débat, il y a aussi des définitions, il y a aussi un tour d'horizon qu'on a fait là, sur ce que représentait le cloud, les enjeux et puis les risques. Alors effectivement, c'est complexe et c'est vaste. On a parlé infrastructure as a service, on a parlé plateforme as a service, software as a service, donc différents niveaux de délégation de services finalement. Effectivement, le cloud nous permet, si je tente de résumer ce qui s'est dit, eh bien une innovation. C'est-à-dire qu'on peut aller vers effectivement la conception d'entrepôts de données et puis finalement l'intelligence artificielle pour ne citer qu'elle, mais bien d'autres innovations et bien d'autres services qui peuvent être effectivement plugués lorsque l'on migre vers le cloud. Ça nous ouvre effectivement des portes à beaucoup d'innovations. Ça a des risques si on y va tête baissée, eh bien on peut se prendre le mur du financier où ça va être très compliqué de comment dirais-je d'aller plus loin. Donc il y a effectivement des grandes réussites qui ont été menées, notamment tu me le disais tout à l'heure, Julien, en off, sur des vrais succès, mais il y a aussi des échecs de migration vers le cloud. Alors c'est non pas parce que le cloud ne répondait pas aux besoins, mais c'est surtout parce que le cloud a été peut-être mal amené, mal migré. Il faut un vrai accompagnement, il faut une vraie démarche sur cette implémentation du cloud. Et puis évidemment il y a des belles opportunités, il y a des risques très forts, mais il y a aussi bien une capacité supplémentaire sur la cybersécurité, sur la contrée des cyberattaques, l'authentification aussi, il y a une réelle valeur ajoutée. Et puis pour finir, on va dire que
je veux dire, cette infrastructure-là, eh bien, nous permet d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile. Et par contre, ça nécessite des vrais changements en profondeur dans une organisation, dans une DSI, dans effectivement à la fois des développeurs et des développeuses, aussi sur les équipes infra, qui nécessitent de la formation, qui nécessitent de l'information et qui nécessitent une mise en place d'idées et accompagnées. Quelle conclusion tu nous as fait. T'as plus besoin des copilotes d'Antique. Toi, tu nous... Ah, mais là, chapeau. Votre IA personnalisée. Bah, nickel. En tout cas, merci à tous les trois parce que c'était Merci à toi. Merci. C'était excellent. On va s'offrir un espace d'échange avant de passer au tirage au sort, enfin, à la fameuse question pour offrir vos deux ouvrages. Les questions-réponses en présentiel, évidemment, vous qui êtes en face de nous, mais également en distanciel. Alors, il y a beaucoup de phrases et là, je commence à être myope puisque je ne vois quasiment pas les questions. Oui, la météo. Il y en a beaucoup. Merci à la régie d'avoir augmenté la typo. Donc, quelle est la part de marché du cloud sur les infrastructures globales? Ouais, cette question, C'est qui première question? Aujourd'hui, malheureusement, comme on le disait, tout est cloud maintenant dans les infrastructures informatiques parce qu'on parle de cloud privé à l'intérieur même de son entreprise. Donc, en fait, enfin, pour moi, le marché cloud, ça dépend combien qu'on soit. Si on parle de IaaS, si on parle de PaaS, si on parle de SaaS. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, comme on disait, les TPE, voilà, une TPE, maintenant, elle a besoin d'un site web, elle a besoin d'avoir une messagerie mail, elle a besoin d'avoir peut-être une solution Teams pour dialoguer avec ses collaborateurs parce qu'ils sont en télétravail. Voilà. Maintenant, on voit que surtout que le cloud, en fait, il est partout et on peut pas passer à côté aujourd'hui qu'on a une activité entrepreneuriale. D'accord, merci pour cette réponse. Quel est l'avenir des serveurs ou des données privées? Des serveurs en tant que tels, on en a besoin, hein, entre guillemets, puisque il faut quand même de la puissance de calcul quelque part. Je vous assure que même chez Microsoft, il y a des serveurs. Hein. Non, en fait, il y a un point important, c'est que tous les services qu'on offre, il y a du compute derrière. Donc, au final, il y a toujours des processeurs, de la RAM comme on l'a connu. Sauf que c'est une couche qui est abstraite maintenant pour le client. Lui, il voit une interface web, mais il oublie tout ce qu'il y a derrière, les data centers, etc. Ah, complètement. Ok. Est-ce qu'en présentiel, il y a des questions? De responsabilité. Tout à l'heure, vous avez parlé du devoir de conseil. Et donc, il y a pas très longtemps, il y a une entreprise qui fait condamner par ça parce qu'elle n'a pas exercé son devoir de conseil. Donc, du coup, c'est un peu de ça. Donc, la question porte sur le devoir de conseil et qu'effectivement, on peut avoir une entreprise, il y a une fuite de cloud. Ok, par exemple, Apple, autre. L'entreprise a effectué son devoir de conseil, donc chacun a fait sa partie. Au niveau du tribunal, qui a quelle responsabilité et à quel niveau? Est-ce que ça va être par exemple la société qui va dire bah non, moi mon logiciel c'est parfait, j'ai tout fait dans les normes de sécurité, etc. Donc tout va bien. Et respect au niveau des serveurs, et on dit bah non, de notre côté, ce n'est pas. D'accord. Je vais répéter la question pour ceux qui sont à distance, qui n'ont peut-être pas entendu la question, mais la question, c'est une excellente question sur finalement le niveau de responsabilité des différents acteurs sur un service qui a été rendu par rapport, face à une fuite de données. Quand on est face aux différentes instances judiciaires, qui est responsable? Alors, qui est responsable déjà, c'est le juge qui va décider. C'est une première chose. On ne sait pas à l'un ou l'autre. Chaque cas est particulier. Voilà. Donc, il y a un contrat qui nous lie avec des engagements, des normes à respecter en fonction de ce que souscrit aussi le client auprès de son cloud provider, et des engagements de service aussi, parce qu'on parle de fuite de données, mais on doit respecter un niveau d'engagement de service et de disponibilité du service. C'est des choses quasiment tous les cloud providers signent aujourd'hui dans les contrats. Et par rapport à la fuite de données, il y a des obligations déjà. Déjà, quand il y a une fuite de données, on est obligé aujourd'hui de déclarer un certain nombre de choses auprès de l'État, donc de l'ANSSI, au travers de l'ANSSI. On est dans l'obligation potentiellement de dédommager aussi si, par exemple, c'est le cloud provider qui est responsable. Et indirectement, il y a même d'autres réglementations qui sont très très formelles là-dessus. Par exemple, il y a une réglementation dans le niveau financier qui s'appelle DORA, qui explique tout. Si on perd 10% des données, c'est tant d'amende. Si on perd 50% de 7 ans,
et c'est réglementé, ça peut monter très, très vite. Donc, tout le monde a intérêt plutôt à essayer de respecter ce qu'il doit faire. Et normalement, c'est décrit dans les engagements de service. Et les certifications aussi des différents cloud providers sont là pour prouver normalement de la maturité de l'entreprise qui est en face à fournir ce service. Merci pour cette réponse. On a une autre question en ligne. Donc, faut-il déjà envisager une migration complète vers le cloud ou opter pour une solution hybride? Maintenant, si on dit c'est big, on met le panier, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais. Et puis surtout la donnée, parce que moi, je compare souvent la donnée à un oignon. Quand tu épluches un oignon, quand tu arrives au cœur de l'oignon, c'est là où ça pique le plus les yeux. Et en fait, toutes les infras, elles peuvent être créées grâce à Terraform, avec de la dockerisation, avec de la containerisation, on va pouvoir les créer n'importe où. Chez Azure, sur du on-premise, on s'en fout. Mais le point important, c'est la donnée. Et moi, je trouve que en tant que client, la donnée, elle doit être dupliquée à plusieurs endroits. Elle doit pas être au même endroit et détenue par la même société. Donc moi, je conseille quand même d'avoir des infrastructures qui sont dans différents cloud providers. Ouais, Julien. J'ai rien de plus à compléter, hein. Enfin voilà, on l'a déjà dit. L'idéal, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de trouver le meilleur des deux mondes en fonction des enjeux de l'entreprise. En fait, ça dépend vraiment des use cases des entreprises et de leurs souhaits, de leurs contraintes. Et des contraintes réglementaires aussi. Ouais. Alors, j'ai une question à distance également qui va me faire, qui me donne l'opportunité d'aborder un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir. Et c'est, existe-t-il des pratiques courantes ou des recommandations pour améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures cloud? Alors, ça existe, ouais. Après, ça existe chez tous les cloud providers, que ça soit chez Microsoft ou autre. Et le point important, c'est quand on va sur du cloud public, par exemple, donner l'exemple du cloud public, il faut bien comprendre qu'une infrastructure va être partagée de manière optimisée entre tous les clients. Si tu mets ton infra chez toi, tu vas avoir un serveur que tu vas peut-être utiliser à 10-20%. Quand je dis chez toi, c'est dans tes propres locaux. Et donc, tu vas payer une ressource que tu sous-exploites. Dans l'hébergement cloud, on a une ressource qui va être, dès qu'elle est libérée, elle va être attribuée à notre client. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une logique en termes de consommation énergétique. Une optimisation, finalement, une distribution de cette consommation énergétique. C'est dans l'intérêt du cloud provider, même en parlant même pas du client. C'est dans l'intérêt du cloud provider, dès qu'il y a une ressource qui est libérée, de l'attribuer puisqu'on la paye. Autant la facturer à quelqu'un. Voilà. C'est dans l'intérêt du cloud d'être. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, dans ces plateformes qui sont mutualisées. Tout le jeu, c'est pas d'en mettre trop pour pas surconsommer, c'est d'être toujours là au bon moment pour ajouter le bon niveau de ressources supplémentaires dans cette infrastructure qui est mutualisée, pour justement gagner en efficacité énergétique. Et puis après, il y a un autre facteur qui joue, c'est l'endroit dans lequel on héberge ces données. Typiquement, aujourd'hui, il y a des data centers sur le marché qui sont des passoires thermiques et énergétiques. Et donc, aujourd'hui, travailler avec des gens qui respectent un certain nombre de choses, tant sur la partie climatique, énergie et consommation d'eau, parce que c'est aussi un facteur. Voilà, faut pas aller travailler avec n'importe qui. Il y a certains standards sur le marché qui sont là pour mesurer l'efficacité énergétique des data centers, par exemple. Pour compléter, on a aussi en France, on a la chance d'avoir une énergie bas carbone, l'énergie nucléaire. Et donc, la plupart des data centers en France tournent avec l'énergie nucléaire. Donc, ce qui fait que grosso modo, on peut considérer que c'est vert. En fait, on est sur de la consommation de ressources qui émet peu de carbone pour la production énergétique. Attention, c'est un débat. Hein. C'est un débat, mais en tout cas, on est sur une faible consommation de carbone sur l'énergie atomique. Voilà, c'est ça. Voilà, et c'est là où je voulais venir, c'est qu'effectivement, si on héberge des données ou du compute à Francfort, on brûle du charbon. Pareil en Chine, etc. Et donc, c'est aussi des choses qu'on peut prendre en compte quand on décide de cloud à utiliser et de où on va héberger les données. Ça peut aussi faire partie des différents critères. Ouais. D'accord. Une question présentielle, peut-être une autre?
Ok. Donc là, on a une question à distance. Pour moi, la zone d'ombre, c'est le fait d'héberger des données ailleurs qu'en interne, sur des serveurs privés. Où vont réellement ces données? Et si mes données cloud sont à l'international, sont-elles véritablement ou vraiment en ma possession? Bah, tu restes propriétaire de tes données. Après, ta donnée, elle peut voyager. Et si elle voyage, elle peut être soumise à un instant T à une loi qui n'est pas celle de ton pays d'origine. Donc, il est important aussi, quand tu crées ta donnée, de définir la réplication possible associée à ta donnée et dire, bah, par exemple, je reste en France, France Centre, France Sud, Paris, Marseille. OK. Maintenant, si je commence à répliquer ma donnée et à ce que cette donnée soit disponible aux États-Unis, ou dans d'autres pays de l'Union européenne, eh ben, elle va être soumise à différentes lois, à différents moments. Et là, ça devient compliqué. En fait, il y a je peux pas réussir à le dire. Il y a l'aspect territorial, effectivement, de là où on stocke les données. Mais par contre, il y a aussi d'autres problématiques. On le voit bien avec le Cloud Act américain, où il y a même de l'extra je vais pas réussir à le dire. Territorialité. Voilà. Est-ce qu'on peut juste parler du Cloud Act? On peut. Tu veux bien. Aujourd'hui, voilà, c'est une loi américaine qui prévaut sur l'aspect justement des lois du territoire, qui par exemple typiquement, voilà, les Américains pourraient demander à aller réquisitionner des données qui sont sur un cloud provider américain, typiquement. Et Donc, aujourd'hui, ce que disait Philippe sur justement les zones de réplication, le contrôle de ces zones-là, c'est quand même un élément super important si on veut être véritablement propriétaire de ces données, sans risque d'avoir un. Alors, le risque, il existe toujours. Le point du Cloud Act, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Territorial. Demandez-moi. Hein. Maintenant, il qu'il faut bien rajouter, c'est que c'est sous le contrôle d'un juge. donc oui, Pas un point. Juge américain. un juge américain. Oui, mais et quoi? Donc c'est sous le contrat d'un juge. Et pour moi, ça me semble important. Ok. C'est pas je décide d'accéder à des données à distance comme ça. D'accord. Ben, merci pour ces réponses. On a encore une question, cette fois-ci sur quel rôle joue l'intelligence artificielle et le machine learning dans le cloud. Donc, alors là, il y a là, si tu as 1 heure, on peut en parler. Ouais, ce qui est sûr, c'est que un des éléments de réponse à cette question, c'est que héberger on-prem du machine learning et des moteurs d'IA, ça va coûter beaucoup d'argent. Parce qu'il va falloir acheter des cartes graphiques, il va falloir acheter beaucoup de capacités de calcul. Pour le provider. Pour le provider, et puis même en final, si tu veux faire tourner un apprentissage d'un modèle de machine learning sur ta propre infrastructure, il va falloir mettre une sacrée main à la poche pour pouvoir te payer les machines qui vont te permettre de faire ça. Et donc, à partir du moment où une entreprise veut utiliser ce type d'outils de machine learning et d'IA, utiliser un service cloud qui fait ça semble être la solution quand même économiquement la plus abordable. Pourquoi il semble Pardon ? Pourquoi il semble Il semble, c'est parce que on a une vision pour l'instant court terme. Hein. On ne sait pas ce que ça va donner l'IA dans 5 ans. Les modèles d'IA qui sont aujourd'hui présents sur le marché ont encore peu d'existence et on ne sait pas dans quelle mesure le fait d'utiliser une IA dans un outil va être périn dans le temps. Et donc, il semble, parce que le volet d'amortissement, on peut pas le calculer sur 2 ans. Quoi. C'est-à-dire que acheter une carte graphique chez Nvidia, la mettre dans un bout de data center et l'utiliser, est-ce que dans 5 ans, cette carte graphique sera encore suffisamment puissante pour faire tourner les futurs modèles ou même les modèles actuels? C'est une question à laquelle moi j'ai pas la réponse, je suis pas expert là-dedans. Mais bon, vu les croissances exponentielles des puissances de calcul, probablement pas. Mais en tout cas, pour moi, à partir du moment où on veut faire du machine learning et de l'IA, prenons le service cloud qui fait le taf. Je pense que c'est. Et là, il y a 2 facteurs. C'est soit on consomme en mode software avec les différents services qui peuvent exister, soit on vient consommer de la ressource GPU chez des infrastructures. C'est 2 choses différentes. Et un gros problème là-dedans aujourd'hui aussi qui se joue, c'est toujours pareil, la donnée. Si aujourd'hui vous envoyez toute votre base de connaissances dans un moteur qui ne respecte pas forcément des engagements de vie privée, à partir du moment où ça a été publié, on le dit souvent d'ailleurs en ce moment, si vous publiez quelque chose sur une question sur ChatGPT, c'est public. Voilà. Donc votre donnée vous appartient plus. Donc ça c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de débats et de
de référentiels qui sont en train de se monter là-dedans, surtout à l'initiative de la France et de l'Europe. Mais c'est un vrai problème et c'est un problème de souveraineté, pour le coup. Très bien, merci encore. Alors, on va peut-être une dernière question, s'il nous reste du temps. Voilà. Est-ce que le meilleur argument pour passer au cloud auprès de sa direction ne serait-il pas de faire peur de la perte matérielle et de tout ce qu'il y a dedans? La menace de on va aller débrancher la machine, ça marchera plus et on sera obligé. Bah, il y a un vrai risque, hein. C'est parfois un élément déclencheur d'une migration. On a des machines qui sont en fin de vie, on n'a pas envie de les remplacer parce que ça va nous coûter de l'argent. Et donc, il y a un risque qu'un beau matin, ces machines ne démarrent plus, qu'on retrouve plus le matos pour les remplacer. Et donc, ça peut mettre en danger l'entreprise. C'est parfois un élément déclencheur d'une migration. Et excuse-moi de te couper, mais ça peut aussi avoir lieu chez le clouder. Parce que il y a aussi ce point-là. C'est que même si la probabilité va être plus faible parce que les moyens sont plus importants, ça peut aussi arriver. On l'a vu avec OVH et ça peut arriver chez d'autres. Donc c'est aussi, voilà, moi je dirais, je nuancerais juste ce petit point-là. Oui. Non mais je partage, hein, mais ouais, du coup c'est vraiment quand c'est côté cloud en fait, provider cloud, bah en fait c'est grosso modo sa responsabilité de renouveler les machines, de gérer son parc, de faire des remplacements à chaud. Alors quand il y a un data center qui brûle et qu'on avait mis tous les œufs dans le même panier, ben là pour le coup le client il est complètement démuni et il a perdu ses données, donc c'est effectivement catastrophique. Mais là du coup effectivement pour un client qui aurait de l'infrastructure on-prem, brandir la menace de la machine un beau matin elle va plus fonctionner donc il faut migrer. Donc au-delà d'une menace, ça peut effectivement être une question qu'une entreprise se pose et qui peut être un facteur déclencheur. Plutôt que de racheter des machines, ok, bon là tout est amorti, on est en fin de vie de ce parc-là, on migre et donc on voit des migrations d'AS400 vers on redéveloppe des systèmes pour aller les déployer sur le cloud parce que on a un parc vieillissant. Voilà, c'est des vrais cas qu'on peut observer dans les entreprises. Ouais. Ok, donc la migration, oui, mais peut-être pas sous la contrainte. Quoique. Non, comme on dit, c'est toujours pareil. L'immigration vers le cloud, peu importe le modèle de cloud, ça se prépare. Oui, ça peut se faire dans l'urgence si on a une urgence. Voilà, d'accord. Mais si on veut bien le faire et le faire pour longtemps, ça se prépare. Il y a un certain nombre d'experts sur la place qui sont à même d'accompagner les entreprises là-dedans. Il nous reste 5 minutes pour donc une dernière question. Merci la régie d'ailleurs pour cette information. Alors, pour un CTO et plus un DAF ou chef d'entreprise, comment évaluer les coûts d'une infra multi-cloud? Un peu d'AWS, un peu de GCP, un peu d'Azure, pour ne pas le citer, connecté Elastic Cloud ou Mongo Atlas. Que répondre à combien ça va me coûter ton truc en 2026? Alors, on en a parlé juste avant le débat. Il y a déjà des cloud providers qui proposent des calculettes qui permettent de se projeter. Hein, faut le savoir, c'est pas tout. Ça, le mot-clé, c'est projeter. C'est important. Se projeter parce que c'est estimer. Estimer qu'est-ce que ça peut me coûter une fois que ça va être mis en fonctionnement chez un cloud public, par exemple. On peut avoir la même chose aussi de la part d'un cloud provider qui va fournir des infrastructures privées. On va construire une infrastructure et elle va être dimensionnée pour un coût fixe où on va être capable de rajouter des ressources et ça va coûter tant à chaque fois qu'on rajoute des ressources. Donc tout ça, c'est prédictible. Et puis, il y a un certain nombre aussi d'outils, on parlait de FinOps tout à l'heure, qui permettent d'agréger tous ces modèles de calculettes et de se dire, voilà, dans le cas où je prends un peu de on-premise, un peu de cloud privé à droite, un peu de GCP ou d'AWS ou d'Azure, je vais réussir à construire un modèle global et je vais avoir une prédictivité de ce que ça va me coûter. Ça, c'est le modèle sur papier. Puis après, il y a toujours le risque du mauvais développeur qui vient lancer 15 000 fois 15 instances de Terraform et qui va consommer 15 VM pour rien. Ça aussi, en fait, il y a la gouvernance. On en a peu parlé, mais il y a la gouvernance. Et le principe, c'est qu'une fois qu'on a migré dans le cloud, qu'est-ce qui se passe? Et en gros, si moi je me retrouve avec des agios, si je me retrouve en négatif sur mon compte, je vais avoir mon banquier où je vais recevoir un SMS, un push. C'est pareil. Quand vous êtes dans le cloud, il faut créer des alertes sur des budgets et des seuils sur lesquels vous devez recevoir des alertes. Donc, si je suis à 80% de mon budget du mois, au bout de 2 jours, il y a un problème. Et donc, je dois être averti.
Et on a trop de clients qui se retrouvent avec une facture trop salée parce qu'ils suivent pas au quotidien. Et c'est dommage. Donc, il y a l'architecture, mais il y a aussi la gouvernance qu'il y a derrière à mettre en place. Et c'est d'autant plus complexe parce que effectivement, sur un cloud provider, souvent, il y a des outils qui permettent de surveiller, ainsi de suite. Quand on est débordé, qu'on en a à droite à gauche, il y a des outils qui permettent de consolider, comme je disais, d'avoir une vision. Et après, il y a aussi des conseils qui sont là. Bon, c'est le vrai métier d'être FinOps, il faut le dire aussi. C'est pas un métier qui s'invente. Tout le monde ne veut pas faire du FinOps du jour au lendemain. Et mais voilà, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps et c'est une vraie gouvernance, comme tu disais. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui sont capables de faire du service et qui sont capables d'alerter aussi leurs clients. Donc toujours des partenaires intégrateurs qui offrent des servitudes comme ça de prévention ou de FinOps un peu light, d'alerting sur des surconsommations de ressources. Donc, pour répondre à la question, effectivement, il existe des calculatrices pour essayer de projeter un petit peu les coûts du cloud et de la future infrastructure, même s'il est hybride. Et effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas y aller tête baissée, mais il faut bien préparer sa migration vers le cloud. Pour aller plus loin, je vous invite, alors là, je vais prêcher ma paroisse. C'est, parce on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la formation des collaborateurs et des collaboratrices, également des décideurs, mais des opérations et puis aussi des techs. Et le groupe ENI est là pour ça, à la fois à travers des ouvrages techniques, à la fois à travers des formations de vos collaborateurs et collaboratrices directement en entreprise, en inter ou en intra. Et puis l'école pour effectivement recruter des talents qui sont capables de mesurer un petit peu tous les risques et d'accompagner les entreprises dans la migration vers le cloud. Je voudrais particulièrement remercier vous trois, La régie, Julie, Denis et Aurélia, chapeau. Extraordinaire, un timing extra. Merci à Céleste de nous avoir accueillis. C'est avec plaisir. Eh bien, écoute, partagez. L'occasion pour moi, je vous l'ai annoncé en tout début de AnyTalks, de faire gagner les ouvrages de nos deux auteurs ici présents. J'ai ma question. Avec deux questions. Enfin, chacun va vous poser une question sur la thématique évidemment de l'ouvrage, j'imagine. Bien sûr. Et donc en présentiel, ce sera à la main levée celui qui a la bonne réponse. Et à distanciel, puisqu'il y aura un livre qui va être offert en présentiel et un livre qui va être offert en distanciel. Je vais laisser une quinzaine de secondes, le temps de répondre à la question et de lever les mains en présentiel. Donc, Julien, la question pour l'ouvrage IAC avec Terraform. Alors oui, on a évoqué Terraform plusieurs fois dans la discussion. La question, elle va être simple et un peu ouverte. Quel serait un des avantages d'utiliser Terraform pour une migration cloud? Donc, un des avantages de Terraform pour la migration cloud. C'est Julien. On a une réponse ici. Avant de la donner, je te laisse quelques secondes pour en distance. Est-ce que on a des réponses, Denis, en régie? Oui, on a des réponses. Super. Parfait. Donc, la réponse dans l'un des... Alors, les garanties, c'est un Terraform au-dessus de sur 4, de remettre un peu la sur un Darpax qui va dispatcher après les différentes infrastructures. C'est une bonne réponse. Une bonne réponse. Voilà, très bien. En distance, j'imagine qu'on a également une bonne réponse et le premier ou la première qui a répondu se verra offrir un livre. Donc en présentiel, je vous offre le livre de Julien Withook sur Terraform. Et en distanciel, on fera ça un petit peu en off. La bonne réponse? La bonne réponse, oui. Il y en a plusieurs des bonnes réponses. Julien, oui, parce qu'on l'a pas entendu, peut-être. Ah oui. Donc la bonne réponse, Julien, je te laisse. La bonne réponse, c'est la possibilité d'utiliser Terraform comme un outil commun pour aller créer l'infrastructure sur différents clouds. Donc le côté multi-cloud qu'offre Terraform. On peut monter les infras, on peut les démonter aussi. On peut aussi les démonter, ouais. Et on peut. Ça, c'est encore un autre avantage, c'est le côté reproductibilité. On peut monter un environnement, le démonter, copier des environnements, des choses comme ça. L'automatisation avec la rapidité d'exécution que ça apporte, la partie compliance par le code. Quand on a mis des règles dans le code, on ne peut pas les bypasser. Ne parle pas de du spoil ton livre. Ah ouais, c'est le premier chapitre. Merci. Et donc voilà un peu les avantages. Ok, ça marche. Philippe,
Philippe Payola, C'est un jeu. Microsoft Cloud et IA. Ouais. Est-ce que, pour le livre Microsoft Azure, gérer votre système d'information dans le cloud? Une question. Ouais, quel est le premier mot de la 17e page? Est-ce que tu l'as lu, mon livre, ou pas? Bien sûr. Ouais. Donc, vas-y, à page 17. C'est ça, il y a une image en page 17. Non, plus sérieusement, la question, ça serait en quelle année a été créé Azure? Quelle année? Pas annoncé, parce que annoncé, c'est en 2008. Et en quelle année les premiers clients ont pu l'utiliser? Je l'ai dit tout à l'heure, au début. Enfin, j'espère. Oui. Oui, je vois, Ninten rappelle. Moi, je m'en souviens plus, mais ça va. Tu gagneras mon livre alors. Ah, avec plaisir. S'il y a personne, Donc, en distance, en présentiel? Il y a plein de réponses à distance. Mais est-ce qu'il y en a une bonne? Elle peut essayer, hein. Vous allez lever la main en premier. Ah, j'ai pas de main levée. Ouais. 2010, C'est ça. 2010, la Ouais. bonne réponse. Est-ce qu'en distance, il y a un gagnant? Une gagnante? Ok. Eh ben, c'est parfait. Wow. Les deux, là, double. 6 jours sur le portable, depuis tout à l'heure. T'es connecté 2 fois et voilà. Là, t'as 4 livres, quoi. Sur les bons points, ce soir, on va avoir des livres. Donc, pour ça, Bah, là, il les a. pour les gagnants qui sont à distance, donc on vous contactera en off. Vous avez normalement laissé vos coordonnées lors de l'inscription à l'événement. Donc, on prendra contact avec vous pour les détails de la livraison de ces ouvrages. Merci à tous les trois. On se retrouve pour le prochain AnyTalks sans doute en avril. Pour autant, en mars, nous avons un événement qui est à destination des entreprises qui souhaitent participer à cet événement avec des tables rondes, des conférences, avec tout un tas d'experts également qui vont venir toute la journée du 25 mars 2025 à la Carrière à Saint-Herblain. Eh bien, c'est l'Anytech Fest, donc le groupe Eny et tous ses partenaires, l'ensemble de ses partenaires, dont Microsoft fait partie également, puisque voilà, un big up sur cette participation, mais pas que. On a une dizaine d'entreprises qui sont sponsors de l'événement, avec beaucoup d'intervenants et beaucoup de thématiques qui vont être abordées, telles que l'IA, telles que le numérique responsable, telles que les problématiques de recrutement, etc., sur l'environnement de la tech. Donc, ça va être donc animé par Jean-Charles Verdal, qui est animateur officiel du FC Nantes. Et donc, je le rappelle, donc 25 mars 2025, un événement qui va être soutenu par les sponsors Capgemini, Dynamics, Elasticsearch, ESD Academy, Microsoft, Orange, La Poste, OCI West et Tipco. Voilà, merci à toutes et tous, en présentiel et en distanciel. Rendez-vous pour un prochain live. Et puis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore. Merci. Merci à toi. Merci à vous.